Bonjour et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ce soir triste de vous parler de cet événement finalement dramatique qui a touché le Liban. Il y a énormément de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit Tammy, est-ce que tu pourrais parler de tout ça? Qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur le sujet et vous donner mon avis. Donc explosion au Liban et finalement est-ce que le Liban il en avait besoin? Ce pays il est meurtri, ça fait des décennies que en fait, on a des situations où on pense que ça revient à l'équilibre et puis on a de nouveaux conflits, etc. Et là, en fait, le Liban, il a vraiment, vraiment, vraiment souffert puisque, enfin, le Liban, malheureusement, a tout pris, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu non seulement la crise économique, crise financière, et là, en plus, on a une explosion qui finalement, voilà, ébranle la ville, la belle ville de Beyrouth. Et donc, après la crise financière, le drame humain. Et j'ai énormément d'amis libanais. Tout d'abord et avant de faire cette vidéo, toutes mes condoléances à vous, à vos proches, à vos familles. Et voilà, on est de tout corps avec vous. Et c'est vrai que c'est triste. De toutes les manières, tous ces événements sont tristes. Donc, un entrepôt qui contient des matières hautement explosives qui prend le feu. Et l'explosion de Beyrouth, elle tue finalement des dizaines de personnes, blesse des milliers de personnes, mais c'est surtout le chaos. Partout dans le monde, les gens ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Et là, en l'occurrence à Dubaï, le drapeau libanais a été mis à l'honneur sur la plus grande tour de Dubaï. Donc, je vais parler un peu d'économie, puisque c'est le thème de cette chaîne YouTube. Et l'exemple du Liban nous montre un peu finalement la loi de l'emmerdement maximum, c'est-à-dire un pays qui finalement, il y a des Libanais qui sont brillants, il y a plein de Libanais à Dubaï, ils ont tout pour cartonner. Et pourtant, c'est un pays qui a mal été géré. Et c'est un pays où finalement tout est parti dans le chaos, alors qu'ils ont, franchement, ils sont excellents, les Libanais, il faut le dire. Et donc, on a un crash test pour le monde d'après. Pourquoi? Parce que finalement, le Liban, c'est quoi? C'est un pays surendetté et c'est un pays qui finalement a mal été géré. Et c'est un pays où on s'est retrouvé avec une crise économique, une crise financière, avec une défiance à l'égard de l'État, avec une inflation. Et là, voilà, un drame humain. Et en fait, c'est comme si tout s'accumulait. Le monde est aujourd'hui en surendettement. On le voit ici avec cette courbe de l'IIF sur Bloomberg. Donc, c'est l'Institut Institute of International Finance, donc l'Institut de la finance internationale. Ça, c'est la dette en 2019. Et vous voyez la dette en 99. On était à moins de 100 000 milliards de dollars. Là, on est à 250 000 milliards de dollars. Donc, on vit actuellement un surendettement au niveau planétaire qui doit appeler à une hypervigilance. Pourquoi? Parce que finalement, on le voit, avec le Liban, c'est un problème d'endettement, c'est un problème de mauvaise gestion. Et donc, selon le Institute for International Finance, la dette mondiale a atteint un niveau record de 331% du PIB au premier trimestre 2021, ce qui est du jamais vu. On n'a jamais eu une dette aussi importante de l'histoire de l'économie. Et il y a plusieurs recherches qui montrent que finalement, ce coronavirus, cette pandémie du coronavirus, elle risque de provoquer des troubles civils à l'échelle planétaire. Parce qu'en fait, on est aujourd'hui qu'au début de quelque chose de bien plus grave. Alors bien évidemment, on croise les doigts et espérons que ce sera que de l'histoire ancienne, tout ça. Mais le centre de recherche Institute for Economics and Peace estime, à l'occasion de la parution de son rapport annuel, que la pandémie pourrait augmenter les risques d'émeutes, de grève générale et de contestation dans le monde entier. Et ici, vous voyez un risque de troubles civils à grande échelle. Et donc, c'est un rapport effectivement qu'ils font. Ils disent les populations des pays les moins résilients à dette publique élevée souffrent et tissu économique fragile et forte dépendance envers le commerce extérieur risquent de souffrir considérablement.
Un risque de troubles civils à grande échelle, de quoi nourrir une instabilité politique, des troubles civils ponctués de manifestations, émeutes, grèves générales, y compris en Europe. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes. La récession pourrait être la pire pour les économies émergentes depuis 1945 et d'ampleur considérable pour les pays riches. Même les pays relativement bien équipés pour faire face, comme les États-Unis, l'Allemagne ou la France, sont déjà confrontés à un mécontentement croissant et bien évidemment, l'IEP estime que les pays les moins bien placés face à la tempête qui s'annonce sont l'Italie, la Grèce et la Pologne, la Norvège mieux placée. Mais on voit ici encore une fois un risque de troubles civils à grande échelle au niveau mondial. Ici, donc, le Liban secoué par la violence de la crise économique. Et on en revient aux institutions. Tout part des institutions, c'est-à-dire une crise, c'est d'abord un État. D'accord ? Le Liban, pour nous, c'est un laboratoire à ciel ouvert de la situation d'un pays mal géré, avec de mauvaises institutions, comme ça a été le cas également en Argentine, en Grèce et dans bien d'autres pays. On compare souvent une entreprise avec un pays. On explique qu'un pays mal géré, c'est comme une entreprise mal gérée. L'entreprise mal gérée, elle fait faillite. Quand on parle d'une entreprise, les conséquences, elles sont connues. Une entreprise qui fait faillite, ça veut dire chômage, ça veut dire que les salariés ne retrouveront pas un job et l'entreprise sera peut-être rachetée ou démantelée ou peu importe, d'accord ? Mais c'est les conséquences. Dans le cadre d'un pays, ici, vous voyez, Liban, l'économie en chute libre. L'effondrement économique et social se précipite. La perspective d'une injection rapide de liquidité par le FMI s'éloigne. Et contrairement à une entreprise, un État ne peut pas se déclarer en faillite aussi facilement. Pourquoi ? Parce que les conséquences, finalement, elles risquent d'être dramatiques pour toute l'économie. C'est-à-dire qu'un pays surendetté, la dette devient un poison. Parce qu'à un certain moment, le pays n'est plus maître de son destin. Vous voyez ici, il recherche l'aide du FMI. Et donc la livre libanaise ne cesse de dégringoler. Depuis la fin de la guerre civile de 1975 à 1990, la monnaie locale s'échange désormais sur le marché noir à près de 9 000 livres le dollar, soit 6 fois la parité officielle. Donc, un pays mal géré, premièrement, il n'est plus maître de son destin. Deuxièmement, il est en proie à des mouvements sociaux. Troisièmement, défiance à l'égard des institutions. On n'a plus confiance dans le pays. Et bien évidemment, fuite devant la monnaie et hyperinflation. Et c'est ce qui s'est passé au Liban. Bien sûr, il n'y a pas de fatalité et moi, je fais partie du camp des optimistes. Maintenant, c'est bien également de regarder la réalité en face. Ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de vulgarisation de l'économie. Et je vois malheureusement trop de personnes taper un peu facilement sur les institutions, notamment sur YouTube, en parlant de théorie du complot, en parlant du fait que il faut remplacer les dirigeants, que ce sont des corrompus, etc. Je ne dis pas que les dirigeants sont des saints. Je dis juste que l'économie, c'est quelque chose de très complexe. Alors, encore une fois, je ne veux pas passer pour un savant ou quelqu'un qui... Non, je suis quelqu'un de normal Mais je pense que, en fait, les mouvements sociaux, c'est nous. C'est à un certain moment, les gens ne sont pas contents et manifestent dans la rue, etc. et se disent qu'il y a mieux, que l'herbe est plus verte. En éliminant les dirigeants, on va les remplacer par d'autres dirigeants et ça va régler la situation. C'est faux. C'est-à-dire que bien sûr que ça peut améliorer à la marge, mais les choses sont bien plus complexes. Donc pour moi, mon but, c'est quoi ? C'est de calmer le jeu, c'est de calmer les esprits et de dire, regardez, il y a une réalité économique. Cette réalité économique, il faut la regarder en face, au lieu de finalement de chercher des boucs émissaires et de se dire, voilà, c'est une crise, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle économie. C'est-à-dire qu'on est sorti d'une économie de forte croissance, on est sorti d'un modèle où finalement tout était facile, où le chômage était faible, où la croissance était bonne, où l'avenir était radieux. Et on est rentré dans une ère de turbulence, dans une ère inconnue, dans une ère où finalement il faudra réinventer l'économie, le rapport le rapport aux institutions. Regardez, même les élections, il y a un taux d'abstention qui est extrêmement élevé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens n'ont plus confiance dans les hommes politiques.
Mais on va les remplacer par quoi et par qui? Donc, j'en arrive justement à ce point. Les conséquences d'une mauvaise gestion et d'une dette élevée sont souvent terribles. Pourquoi? Parce qu'il faut des années, voire des décennies pour s'en relever. Et ce phénomène touche encore plus durement les pays émergents, pour plusieurs raisons. Premièrement, les pays émergents empruntent en ce que l'on appelle une monnaie étrangère, souvent en dollars, parfois en euros, mais souvent en dollars. Et donc, quand un pays emprunte en dollars, par exemple, supposons que le Liban a emprunté 100 millions de dollars, d'accord? Et que la livre libanaise, 1 dollar égale une livre libanaise. Je dis n'importe quoi. Donc, on est bien d'accord que 100 milliards de dollars égale 100 milliards de livres libanaises, d'accord? Si il y a une défiance à l'égard de la monnaie nationale, qu'est-ce qui se passe? On a une inflation. L'inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix augmentent fortement et ça veut dire également que la monnaie, elle va se déprécier par rapport au dollar. Donc, si auparavant, 1 dollar égale une livre libanaise, aujourd'hui, 1 dollar égale 6 livres libanaises. Et ça veut dire que la dette qui était de 100 milliards de livres libanaises, aujourd'hui, elle devient de 600 milliards. Et ça veut dire que finalement, tu es coincé. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de pays émergents qui empruntent. Et donc ensuite, ils se retrouvent dans une situation où il y a une défiance à l'égard de la monnaie nationale. Ça crée de l'inflation. Qui dit inflation dit que la monnaie perd de sa valeur par rapport à la monnaie étrangère. Ça signifie que la dette augmente et ça provoque une crise bien plus profonde. Et donc, dans un pays ou dans les pays émergents en général, la dette est souvent libellée en monnaie étrangère. Deuxièmement, les inégalités sont souvent importantes. Et troisièmement, il n'y a pas de système de protection sociale ou alors il est très faible, inexistant. Donc, ça veut dire que les moins bien lotis souffrent encore plus dans ces situations. Et est-ce que ce phénomène peut toucher les pays riches? Parce que finalement, on peut se dire, OK, le Liban, ce n'est pas un pays riche. Est-ce que ça va toucher un pays riche comme la France? Là, j'ai mis les gilets jaunes. Oui, ça peut toucher les pays riches. Alors, les pays riches, c'est vrai qu'il y a énormément de garde-fous ou de, comment dirais-je, de paramètres qui leur permettent de se protéger. Premièrement, ils ont souvent une monnaie de référence. C'est-à-dire que la France n'a pas à emprunter en dollars, elle emprunte en euros. Ensuite, deuxièmement, et on l'a vu récemment, il y a une solidarité entre pays, c'est-à-dire que les pays riches vont aider les pays pauvres, par exemple dans la zone euro, l'Allemagne, etc. Alors bien sûr, ça s'est fait difficilement, mais ça s'est fait quand même. Troisièmement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tapent sur l'euro, etc. Bon. Troisièmement, il y a un système de protection sociale qui est bien plus importante. Et quatrièmement, on peut critiquer les hommes politiques, on peut dire que ce sont des méchants, etc. Mais les institutions sont bien plus solides. Maintenant, on est arrivé à la fin d'un cycle. Et donc, effectivement, sur un plan économique, ce ne sera plus comme avant. Et donc, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est jusqu'à quand? C'est-à-dire, est-ce que finalement, tout ça, ça peut encore protéger les gens? Est-ce que finalement, on peut éviter le pire? Les mouvements de contestation nous rappellent que non. C'est-à-dire ce qui s'est passé en France avec un pays complètement immobilisé en 2019 montre que les équilibres sont fragiles, que les inégalités sont galopantes et on l'a vu avec le coronavirus, elles ont explosé encore plus. C'est-à-dire que durant le coronavirus, les riches sont devenus encore plus riches et les pauvres sont encore plus fragiles et encore plus pauvres. Et donc, on est véritablement arrivé à un moment charnière. Et à mon humble avis, aujourd'hui, il y a plus que jamais un énorme travail pédagogique à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir repenser l'économie, il va falloir effectivement changer de doctrine, il va falloir effectivement trouver un mélange intelligent entre les différentes approches. Il n'y a pas de fatalité. Moi, je reste quelqu'un d'optimiste. Je ne pense pas que c'est la fin du monde et que c'est le chaos, etc. Mais il ne faut pas sous-estimer les risques. Et il ne faut pas se voiler la face et il ne faut pas se dire que tout est beau et que tout est magnifique et que tout est génial. Non. Surtout si on a une deuxième vague
qui va aggraver encore plus la situation économique et ça risque d'être dramatique. Donc, gardons une note d'espoir, soyons positifs. Encore une fois, je tiens à présenter mes condoléances au peuple libanais. Et voilà, et je vous embrasse les amis, je vous souhaite de garder la pêche malgré ces événements et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.